Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter un cours très intéressant, l'hypertension intracrânienne idiopathique. En fait, ce n'est pas l'hypertension intracrânienne, mais c'est l'hypertension intracrânienne idiopathique. Un cours très intéressant, c'est une maladie très rare, mais assez exceptionnelle. Alors, c'est quoi une hypertension intracrânienne idiopathique? En fait, c'est une condition neurologique très très rare. Oui, on aura une augmentation de la tension intracrânienne sans cause. C'est pour ça on parle d'idiopathique, on n'a pas de cause. On a une hypertension intracrânienne sans cause. Contrairement à l'hypertension intracrânienne secondaire, on aura une augmentation de 3 des compartiments, soit le parenchyme cérébral, soit les vaisseaux, soit le liquide céphalorachidien. Dans ce cas-là, on n'a pas un processus expansif, mais on a une augmentation de la pression intracrânienne. Donc, définition, il s'agit d'une hypertension intracrânienne en l'absence de l'hydrocéphalie et d'un processus expansif. Maintenant, vous allez poser une question, c'est bénin, c'est malin, bon, c'est relative. Pourquoi? Parce qu'on a une complication très très grave. Il s'agit du risque de la baisse de l'acuité visuelle qui est malheureusement irréversible. Ça, c'est le risque majeur de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Certes, on n'a pas d'engagement, parce que, comme déjà expliqué, il n'y a pas d'un processus expansif, mais il y a le risque de la baisse malheureusement irréversible de l'acuité visuelle qui est secondaire à une atrophie optique. Pour l'épidémiologie, ce qui est vraiment important à apprendre et à savoir que ça touche généralement et fréquemment, vraiment c'est très fréquent. Bon, c'est pas très fréquent, mais je veux dire que ça touche fréquemment les femmes jeunes obèses. Donc, c'est ça. Donc, généralement, c'est les femmes jeunes obèses qui sont touchées. Donc, je vous conseille, les femmes obèses, de faire le régime. Mais le conseil est même pour moi. Donc, ok, donc, parce que malheureusement, ça touche les femmes jeunes. D'accord? Femmes jeunes obèses. Pour la physiopathologie, je ne vais pas vraiment me tarder. Pourquoi déjà? Parce que ce n'est pas bien élucidé, ça reste toujours des hypothèses, rien n'est officiel. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi on a cette augmentation de la tension intracrânienne sans cause. Malheureusement, on ne le sait pas. Mais, comme j'ai déjà dit dans l'épidémiologie, ça touche beaucoup plus les jeunes. Déjà, on a dit les femmes. Donc là, on pense, bon, on a un point d'interrogation. Il y a une cause, il y a des hormones. Ça peut être lié à une cause hormonale, endocrinienne. On ne le sait pas. Pourquoi la femme? Pas point d'interrogation. Donc, ils ont dit peut-être c'est les hormones. Et d'une autre part, l'obésité, ils ont dit peut-être l'obésité va augmenter la pression abdominale et ça peut augmenter la tension. Bon, vraiment, ce n'est pas bien élucidé, on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr que ça touche fréquemment les femmes jeunes obèses. Donc, je ne vais pas vraiment me tarder sur la physiopathologie parce que ce n'est pas bien élucidé. Maintenant, on va parler de diagnostic de l'hypertension intracrânienne. En effet, on a plusieurs signes. Je vais vous citer plusieurs signes. Mais on va parler tout d'abord des signes, on va dire, essentiels. Et un petit mot sur quelques signes, d'autres signes. Le premier signe, bon, bien sûr, c'est les céphalées. C'est les céphalées, on a une hypertension intracrânienne, on aura des céphalées. Ces céphalées sont pas particulières, donc on n'a pas des caractéristiques bien particulières. Ça peut être bilatéral, unilatéral, bon, ça peut tout. Donc on n'a pas vraiment une forme de céphalée bien précise qui peut nous orienter vers cette étiologie, vers l'hypertension idiopathique, mais il y aura des céphalées intenses, des douleurs de la nuque, des douleurs du dos, du type radiculaire. Donc c'est ça. Deuxième signe, c'est les troubles visuels. Après les céphalées, on a les troubles visuels.
on a les éclipses visuelles. C'est quoi éclipse visuelle? Ça veut dire on aura comment dirais-je? Ça veut dire on aura une altération de l'acuité visuelle qui est passagère. Donc une cécité aiguë qui est passagère de quelques secondes à quelques heures. Donc là, déjà on va dire c'est quoi ça? Pourquoi on a eu ce problème-là? Donc j'espère que vous avez compris. Donc les éclipses visuelles, c'est en fait des troubles visuels, une cécité visuelle qui est passagère, bilatérale et brutale, mais comme j'ai déjà dit, comme déjà expliqué, passagère. Donc après, c'est réversible, d'accord? Ça, on parle des éclipses visuelles. En fait, ces éclipses visuelles même pour les céphalées, la même chose, sont déclenchées par le changement de position de la tête, par le pencher en avant et par n'importe quelle manœuvre qui augmente la pression, comme la toux et comme la manœuvre de Valsalva. C'est quoi la manœuvre de Valsalva? C'est le fait de boucher le nez et la bouche, les deux, et essayer de faire une expiration forcée. Ça, c'est la manœuvre de Valsalva. Et c'est une manœuvre qui augmente la pression. Il a des intérêts. Vous allez voir cette manœuvre de Valsalva dans la cardiologie. Ça c'est un petit mot, une petite information. Les personnes qui ont une tachycardie, donc l'hôpital, vous allez voir, ils vont faire ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. C'est de demander aux patients de boucher le nez et la bouche et faire une expiration forcée. Ça va diminuer la conduction atrioventriculaire pour la tachycardie. Et il utilisait même cette manœuvre de Valsalva, c'est les nageurs ou les mêmes qui trouvent l'avion. D'accord, l'avion, il y aura une différence de pression. Vous allez avoir une sensation de douleur au niveau des oreilles. Et une fois que vous faites cette manœuvre de Valsalva, ça va vous soulager. Donc, en tout cas, c'est juste entre parenthèses, ce n'est pas important, juste un culture générale. Donc, toute manœuvre qui va augmenter la pression, ça va déclencher soit les troubles visuels, les éclipses visuelles, ou bien les céphalées. Le deuxième signe visuel, très important parce qu'il est systématique, c'est l'œdème papillaire. Ça, c'est très important, il faut vraiment souligner ça. La présence, on a une femme jeune, on a l'épidémiologie, femme jeune, obèse. On a des céphalées et on a des troubles visuels de type œdème papillaire. Donc, on va faire le fond de Tana. On va trouver l'œdème papillaire. Ça évoque vraiment l'hypertension idiopathique parce qu'elle est systématique. On le trouve chez la totalité des patients. On va retrouver cet œdème papillaire. Et on peut avoir aussi des troubles de champ visuel et aussi une diplopie qui est en relation avec une altération du nerf abducens. D'accord? En tous les cas, on va voir des troubles visuels, des éclipses visuelles de type... surtout pas, on aura l'œdème papillaire qui est retrouvé chez la totalité des patients, une diplopie et troubles de champ visuel. Un seulement sur le champ visuel. En fait, la complication du champ visuel, c'est la complication majeure de la HIC. Parce que, en fait, on peut avoir une acuité visuelle, même, donc, on peut une HIC vraiment à ça très avancé, acuité visuelle peuvent rester normales, mais le champ visuel, non, il sera vraiment altéré. Pourquoi cette altération de champ visuel? Parce que c'est en relation avec une atrophie optique qui est due à l'œdème papillaire chronique. Donc, l'œdème papillaire chronique va donner comme conséquence une atrophie optique, et l'atrophie optique va donner une diminution de champ visuel. Comme j'ai déjà dit, c'est une complication qui est très grave parce que elle évolue rapidement. Contrairement, comme déjà dit, l'acuité visuelle, au stade avancé, on peut avoir un champ visuel qui est altéré alors que l'acuité visuelle reste relativement normale. Hein. Après, on peut avoir d'autres symptômes, on peut avoir des acouphènes, on peut avoir, comme déjà expliqué, des douleurs de la nuque, des douleurs du dos, du tube radiculaire, et aussi on peut avoir des nausées
et des vomissements, comme la l'HIC secondaire. Alors, devant ces signes, surtout pas, moi, lorsque je fais le cours, je veux que vous compreniez l'intérêt du cours. L'intérêt est comment poser le diagnostic. Déjà, vous savez de cas, c'est quoi une hypertension idiopathique? Ça veut dire intracrânienne idiopathique, ça veut dire on a une augmentation de la pression intracrânienne sans cause. Donc, déjà, l'épidémiologie, on a femmes jeunes obèses, point. Par rapport aux signes cliniques, c'est facile. On a des céphalées. Ils n'ont pas une caractéristique spéciale. Et les trop visuels. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. On a l'éclipse visuelle, mais surtout pas, on a l'œdème papillaire. Donc, vous recevez un patient avec des céphalées. Il faut faire le fond d'œil. Si vous ne faites pas le fond d'œil, vous n'allez pas voir l'œdème papillaire. Donc, on fait un fond d'œil. On va trouver l'œdème papillaire. On va trouver une diplopie. Peut-être une diplopie. On peut avoir aussi le champ visuel qui est altéré. On peut avoir ces signes-là. Mais le signe qu'on va trouver chez tous les patients, c'est l'œdème papillaire. Donc, c'est important de faire le fond d'œil. Et on a aussi d'autres signes tels que les acouphènes, tels que les douleurs de la nuque, les douleurs de lombaire de type radiculaire, des vomissements et des nausées. Mais ça, ce n'est pas vraiment très spécifique. Donc, vous recevez un patient avec des céphalées, déjà, des nausées, vous pensez déjà à une hypertension intracrânienne. Donc, qu'est-ce que vous allez demander? Une IRM. Vous ne pouvez pas dire est-ce que c'est idiopathique ou bien c'est secondaire. Au contraire, peut-être vous allez penser au secondaire parce que c'est plus fréquent. Donc, pour voir est-ce que c'est secondaire ou pas, donc lorsqu'on dit secondaire, ça veut dire il y a un processus expansif, on va demander l'IRM. À l'IRM, lorsqu'il s'agit d'une hypertension intracrânienne idiopathique, on n'aura pas un processus expansif. Il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas... Donc, il n'y a rien. Donc, on aura une IRM qui est normale. Ou bien, généralement, ça sera normal. Donc, non, ce que je dis normal, ça veut dire on n'a pas un processus expansif. Lorsqu'on voit qu'on n'a pas un processus expansif, on peut se permettre de faire une ponction lombaire. Avant, jamais, vous recevez un patient, même si elle est jeune, elle est obèse, etc. Vous allez dire non, non. On pense toujours à une cause secondaire. On pense toujours à éliminer une cause secondaire avant de penser à l'idiopathique. Donc, jamais faire une ponction lombaire avant de confirmer qu'il ne s'agit pas d'un processus expansif. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une hypertension intracrânienne qui est secondaire à travers l'IRM. Jamais on fait l'IRM. Ou bien un scanner, l'IRM, c'est beaucoup mieux. Donc, l'IRM, il faut faire l'IRM. Il faut éliminer un processus expansif. Là, on est sûr, on fait la ponction. Je m'excuse. On fait la ponction. Parce que sinon, ça sera une catastrophe. Vous imaginez, c'est une hypertension intracrânienne. Vous faites la ponction, engagement cérébral, bye bye le patient. Jamais, s'il vous plaît. Donc, là, j'ai dit, lorsque je fais l'IRM, il n'y a pas un processus expansif. Là, je fais faire la ponction lombaire. La ponction lombaire a deux intérêts. De un, c'est thérapeutique, ça va soulager le patient et diagnostic à l'air parce que déjà le fait que le patient est soulagé par la ponction lombaire, ça c'est un élément diagnostic de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Parmi les diagnostics, c'est que la ponction lombaire soulage les symptômes. Très bien. Maintenant, on va parler des facteurs pronostiques. Un petit mot. C'est les femmes, bien sûr. Les hommes, le processus est plus tardif. Pour la race noire, le risque, malheureusement, d'évolution est défavorable et multiplié par 3. Comme déjà expliqué, l'obésité. D'accord? On a aussi l'hypertension artérielle non contrôlée, l'anémie et le syndrome d'apnée de sommeil. C'est juste un petit mot, le syndrome d'apnée de sommeil. Vous allez voir tout un cours sur le syndrome d'apnée de sommeil, Inch'Allah, la pneumologie. C'était par rapport aux facteurs pronostiques, les facteurs généraux. Moi, avant d'aller de parler des facteurs cliniques et paracliniques, je voulais juste, comment dirais-je, je voulais juste parler d'un petit mot, d'expliquer quelque chose. Quand je dis que la ponction lombaire va soulager le patient, ça veut dire que les céphalées et l'acuité visuelle seront améliorées. D'accord? C'est ça ce que je voulais dire. Hein. Donc, on aura une amélioration
de céphalée de l'acuité visuelle. Très bien. On va revenir maintenant aux facteurs pronostiques. On a parlé des facteurs généraux par rapport aux facteurs cliniques et paracliniques. Donc, le pronostic est mauvais lorsque l'œdème papillaire est sévère, lorsqu'on a une altération initiale du champ visuel. Et voilà, bon, c'est ça. Donc, c'est ça ce que j'ai à vous dire. Maintenant, on va parler du traitement. Pour le traitement, c'est parler, pas parler. Donc, il faut toujours, lorsque vous apprenez les traitements de chaque maladie, il faut aller étape par étape. Tout d'abord, on a dit qu'il y avait des facteurs de risque. Surtout on a dit l'obésité, on a dit l'HTA qui n'est pas contrôlé, etc. Donc, tout d'abord, avant d'aller à faire le traitement étiologique ou bien quel que soit le traitement médical, bien chirurgical, il faut tout d'abord aller à corriger les facteurs favorisants. Bien sûr, si on peut les changer. Par rapport au sexe, malheureusement, on ne peut pas. Donc, mais par rapport à l'obésité, il faut la perte de poids. Si on a une HTA non contrôlée, il faut la contrôler, etc. Donc, on a la première chose à dire, c'est la suppression des facteurs favorisants. Après, quand on a déjà dit la ponction lombaire, on a dit la ponction. Bien sûr, on va faire tout d'abord l'IRM. On va voir qu'il n'y a pas une contre-indication. Ça veut dire qu'il n'y a pas, comment dirais-je, un processus expansif. Un processus expansif, là, on peut se permettre de faire la ponction lombaire. Donc, elle a un intérêt thérapeutique. Après, on va aller vers le traitement médical. Le traitement médical, on a l'acétazolamide. L'acétazolamide EJD. En effet, il va diminuer. Son effet est de diminuer la pression intracrânienne. Comment? C'est par la diminution de la production de LCR. Donc, on aura une diminution de la pression intracrânienne. Ça, c'est par rapport au traitement médical. Après, si malgré on a corrigé les facteurs favorisants, on a fait la ponction, on a fait le traitement médical, mais on va voir qu'il y a toujours la fonction visuelle, j'allais dire musicale, la fonction visuelle est toujours dégradée, malgré un traitement maximal, il y a toujours des céphalées. Là, il faut proposer le traitement chirurgical. Par rapport au traitement chirurgical, j'ai que 2 mots à vous dire, à vous expliquer. On a la première, on a ce qu'on appelle la pénétration de la gaine du nerf optique. En effet, si vraiment on a un œdème qui est important, on a l'œdème, comme déjà expliqué, va donner l'atrophie dans l'atrophie optique. Et l'atrophie optique par conséquence, on a la diminution du champ visuel. Donc, par cette technique de pénétration de la gaine du nerf optique, on va créer une fenêtre au niveau de la gaine pour permettre l'évacuation de liquide du LCR et diminuer la pression. D'accord? Et diminuer la pression, c'est ça. Ou bien on a une autre technique. Bien sûr, chacun son indication, c'est vraiment spécialisé. Il y a des indications, bien sûr. Et on a une deuxième technique, c'est ce qu'on appelle la pose d'une dérivation du LCR. Donc, on aura les ventricules au niveau du cerveau, seront en contact avec la cavité péritonéale et ça va permettre l'évacuation du LCR. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En conclusion, petit mot. Donc, bien que sa physiologie, comme déjà expliqué, n'est pas bien, elle est mystérieuse. On ne sait pas bien, on n'a pas beaucoup d'informations par rapport à la physiologie. Mais ce qu'on sait, ce qu'on n'arrive, c'est que elle semble correspondre à une entité bien particulière qui affecte essentiellement la femme jeune obèse. Comme déjà dit, c'est la découverte d'un œdème papillaire qui suggère ce diagnostic. C'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas à faire le fond d'œil. Il faut le faire. On a des vomissements, des céphalées, des troubles visuels, même juste des céphalées. Mais on va faire un fond d'œil, comme déjà expliqué, et on va les trouver chez la totalité des patients. Donc, si on trouve déjà l'œdème papillaire, il faut demander l'IRM. Le scanner, voir l'IRM plus performant et voir est-ce qu'il s'agit d'une hypertension intracrânienne déjà.
un crânien secondaire bien primaire. Bien sûr, quand il manque le com, toujours éliminer toute HUC secondaire avant d'évoquer le diagnostic de la HUC primaire. Donc, on va faire l'IRM, il n'y a pas de processus expansif. Là, on va faire on peut se permettre de faire la ponction lombaire. On aura l'amélioration des symptômes, ça veut dire de l'acuité visuelle et des céphalées. Et là, on va poser le diagnostic de la HUC, bien sûr, après avoir éliminé toute cause secondaire. On va poser le diagnostic devant cette clinique, devant l'épidémiologie, ça veut dire femmes jeunes obèses. Et on va commencer notre traitement. Le traitement, on a 3 paliers. On a le traitement, c'est l'hygiène, l'hygiène. C'est les règles hygiéno-diététiques, ça veut dire la perte de poids, le contrôle de la HTA, etc., le contrôle de l'anémie, dans le contrôle de tous les facteurs favorisants. On a le palier médical, je crois que le médicament, c'est l'acétozolamide, déjà expliqué son effet. Et si on a toujours la persistance, je m'excuse, des symptômes, des céphalées et des troubles, là, il faut aller vers le traitement chirurgical. Donc, on a fini le cours. J'espère que vous avez bien compris le cours. N'hésitez pas, je m'excuse si vous avez des questions de me poser les commentaires. Si vous avez des cours à me proposer, اكتبوا لي les commentaires. ما تنسوش تدعوا لي بالخير انا mes parents et mes sœurs et on se voit inchallah في la prochaine vidéo. Salam.